Merci Lafaux de m'inviter. Merci Daniel de présider cette association. Merci à cet hôpital de permettre de parler de mon père qui a été interne de l'hôpital en 1924 et médecin en 1940 et moi-même interne en 1967 et chirurgien pendant de très nombreuses années à l'hôpital. Mais une petite transition avec M. Jamet, ça m'a amusé beaucoup de l'écouter parler de Paul Gauguin, car pour avoir habité Saint-Jean-le-Blanc de nombreuses années, la famille Gauguin était omniprésente dans le sud de la banlieue orléanaise. Et d'autre part, parler de la chapelle, c'était bien, puisque le dernier supérieur de la chapelle Saint-Mémin était le chanoine Nazaire Le Chat, qui m'a appris le latin à Guilly dans les années 50. Donc tout ça fait un grand ensemble où tout le monde se retrouve. Sylvain Rousseau, mon père, est donc né dans le Berry en 1899 et fils de paysan. Il a la possibilité d'aller au lycée de Châteauroux et de Châteauroux monter à Paris faire des études de médecine. Mais entre-temps, il y a eu la mobilisation. On lui fait passer son bac en mars 1918. Il a 18 ans. Et il n'est pas question de faire d'études à ce moment-là. On part directement faire son service militaire et faire son devoir. La guerre mondiale n'est toujours pas terminée. Donc, mobilisé en mars 18, il n'est démobilisé qu'en 1919. Le 11 novembre 1918 ne libère pas ces jeunes gens qui ne sont sous les drapeaux que depuis quelques mois, et il ne sera libéré qu'en 1919, en sachant qu'il doit faire 2 ans ou 3 ans de service militaire, mais comme la France a besoin de jeunes gens, beaucoup sont morts, donc il doit encore 17 mois et demi à la France, mais il a l'autorisation donc de faire ses études pour nous féliciter, mes frères et sœurs et moi, en 1959, d'avoir réussi nos études. Notre cadeau a été de nous emmener pendant 3 jours visiter tous les champs de bataille de la guerre de 14. C'est-à-dire qu'en 3 jours, on a vu le fort de Douaumont, le fort de Vaux, l'Artbank-Villers-Copf, la côte 304, le Mont-Saint-Odile, Verdun. Et à l'époque, en 1959, les forts étaient encore visités, dirigés par des anciens poilus de la guerre de 14 et qui avaient connu effectivement les assauts et donc c'était extrêmement intéressant de les entendre. Alors nous avons visité Metz, nous avons visité la tranchée des baïonnettes, enfin on avait tout vu, avec Marcel Dupuis, que les Castelneuviens connaissent bien, car Marcel Dupuis, qui était instituteur et qui était capitaine d'une compagnie de chasseurs à pied, avait été oublié. Les chasseurs à pied avaient terminé la guerre de 14 en 18, ils étaient à vélo, et ils étaient rentrés tout seuls des champs de bataille, et ils avaient eu le culot de dire, après tout, nous y avons droit, et ils étaient passés sous l'Arc de Triomphe. Et il y avait une photo de Marcel Dupuis et de sa compagnie, et qui a donné son nom au centre social de Châteauneuf-sur-Loire. Donc le voilà, c'est étudiant en médecine en 1920, et il doit toujours des années de guerre, des années de militaire à la France. Et j'ai lu une lettre où il pose la question à mon grand-père en disant « Mon père, je dois encore des années à l'État, mais j'ai mes études de médecine. Est-ce que je purge tout de suite les années d'armée ou est-ce que je continue mes études ?» Il a bien fait de continuer ses études, car enfin, ces garçons qui avaient déjà donné beaucoup de temps pour la France et qui travaillaient beaucoup ont été exonérés de la dette des mois de service militaire, et au contraire ont eu un avantage, c'est qu'on leur a donné l'autorisation pour leurs études de passer leurs études à la vitesse qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils pouvaient doubler, tripler, quadrupler, ou au contraire aller très vite. Ce qui comptait, c'était d'avoir ce qu'on appellerait maintenant des unités de valeur, et qu'on appelait à l'époque des matières. Il fallait passer pathologie médicale, chirurgicale, anatomie, médecine, sémiologie, physiologie, anatomie, bactériologie, parasitologie, enfin voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste. Et mon père, qui était un homme extrêmement travailleur, fils de paysan, très décidé, intelligent, qui lisait le latin dans le texte, qui lisait Cicéron et qui débitait Victor Hugo ou Flaubert à l'envi,
a travaillé tellement qu'en 1923-24, il avait déjà terminé médecine. Il avait tout passé en 3 ou 4 ans. Et le voilà donc. Donc à Paris, il est parallèlement sportif et il est capitaine du PUC. Il est talonneur et il a le ballon qui était à la maison encore il y a quelques années, puis à l'occasion des héritages ou des enfants, je ne sais pas. Enfin, il était très amateur de rugby et tellement attaché au PUC que, étant enfant en 1950, avec Marcel Dupuis toujours, il m'emmenait avec l'aide de chevaux à Paris, au stade Charletti, et je ne voyais pas grand-chose parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tribune, donc il y avait des lisses, et mes yeux étaient au niveau des lisses. Alors je regardais ou par en dessous ou par au-dessus, mais ce n'était pas bien commode. Bon, j'ai aimé le rugby à cause de cette activité ancienne de mon père. Et puis, terminant ses études de médecine, nous sommes en 1924, il passe l'internat, il est donc interne des hôpitaux d'Orléans en 1924. Et c'est amusant de le voir en 24, là il a 24 ans, parce qu'il est né en octobre 1999. Ici, nous avons Jean Dufour. Alors, Jean Dufour a une sœur qui a épousé le docteur Gaufroy, père, et donc la sœur de Jean Dufour, c'est la maman de Bernard Gaufroy, chef de service de rhumatologie de l'hôpital d'Orléans, fondateur de l'école de kiné d'Orléans, mère également de Madame Malin, Odile Malin, pour certains qui l'ont peut-être connue, avocat orléanais, et puis donc la grand-mère de Xavier Gaufroy, à l'heure actuelle, toujours médecin Aureliance, médecin de médecine générale, et de regretté ami Laurent Gaufroy. Alors, je ne connais pas cette photo, mais c'est Philippe qui m'a dit qu'il l'inscrivait. C'est un contemporain de ton papa qui était médecin-chef à la Fondation Payen et qui a connu Sylvain Rousseau à cette époque, fin des années 20. Alors, je suppose que quand on s'appelle Joseph Dehaye et qu'on est médecin-chef de la Fondation Payen, on doit être plus ou moins le papa du docteur Dehaye, qui était pédopsychiatre, et le beau-père de Marie-Antoinette Dehaye, que nous avons bien connu, et qui était chef de service de neurologie à l'hôpital d'Orléans, quand moi-même j'étais interne. Donc voilà les hospices d'Orléans. Alors disons qu'à l'époque, on ne me disait pas l'hôpital général ou l'hôpital. Il y avait l'hôpital général, c'est-à-dire la partie ancienne, 18e siècle, avec les personnes âgées, et l'hôtel-dieu qui a été construit en 1832, donc sous Louis-Philippe, et qui est l'hôpital où moi j'ai été interne avec les services de chirurgie de médecine. Je remercie Philippe d'avoir sorti ces photos, parce que la salle Saint-Lazare, en fin de compte, la salle Saint-Lazare, c'était au premier étage, au fond à droite, et j'y étais interne, sauf que la Saint-Lazare, non, c'était au début à droite, c'était au-dessus de Bénard, la salle Saint-Lazare avait été modifiée dans les années 60-70, et elle était cloisonnée, c'est-à-dire que on était toujours dans des chambres à 5 mètres sous plafond, mais il y avait des cloisonnements. Alors que la salle Bénard, qui je pense est la photo d'après, voilà, alors Bénard, moi je l'ai connu exactement comme ça. Quand j'étais interne à Bénard en 1970, il y avait 38 lits, 19 à droite, 19 à gauche, et qu'en Champagne, l'employé de la cuisine roulante arrivait le matin avec un coup de louche dedans, debout là-dedans, ça réveillait 38 personnes. Et quand nous, internes, on allait faire une dénudation ou un acte un petit peu important la nuit, on réveillait 38 personnes. J'ai connu Bénard exactement comme mon père quelques années plus tôt. La salle Saint-Laurent, alors là, comme Saint-Lazare, était au premier étage, au fond, et moi je l'ai connu, mais en fin de compte cloisonné également, en box, c'est-à-dire des chambres d'un lit ou de 2 lits. Bénard Saint-Lazare était mixte. Enfin, Bénard était devenu homme, Saint-Lazare femme, et faisait de la chirurgie générale, et Saint-Laurent également. Salle Froberville, pour moi, a une signification également très particulière, car la salle Froberville, photo d'époque, que mon père a connue, je l'ai connue dans le même état, avec la salle d'opération qui était à gauche. C'était mon premier poste d'interne en 1967, et c'est là où j'ai fait ma première appendicite, et je regrette que Denis Dauphin ne soit pas là. J'aurais pu évoquer son père, Pierre Dauphin, car c'est là que Pierre Dauphin m'a fait faire ma première appendicite, et j'en suis fier parce que c'était la veille de mes 23 ans. Et j'ai dit, j'avais 22 ans, j'ai fait ma première appendicite à Froberville, Pierre Dauphin, le papa de Denis Dauphin, et je regrette que Denis Dauphin ne soit pas là, et je présente tous mes voeux de rétablissement à ce garçon que j'aime beaucoup et dont j'entendais parler tous les jours quand Pierre Dauphin arrivait dans le service à 8h30 pétant.
On en parlera à propos de la cloche tout à l'heure. Toujours Froberville, voilà, que j'ai connu avec Mère Sainte-Hélène comme surveillante. La salle d'opération que j'ai connue, c'est là où c'est la même, ça n'a pas bougé. Et j'ai amené d'ailleurs quelque part derrière des boîtes de chirurgie de mon père, de Bénard, de Froberville, qui sont les mêmes. Maintenant, enfin à l'époque, quand j'étais interne, 1970, 1967, c'est la même chose qu'en 1940. On n'avait pas réinventé les pinces cochères, on opérait avec ses mains et avec les outils de bon sens que l'on avait. Et j'ai connu ça exactement dans le même état. Alors, je pense que Philippe va commenter. C'est tout simplement à la même époque le laboratoire d'analyse médicale et le service de radiologie qui ont ouvert dans les années 20 également. Ici, le service de cobalthérapie qui était à côté du service de radiologie où travaillait Patrick Leport, est là aussi ouvert dans ces années-là. Donc le service de radiologie était dans la partie droite du cloître et le service de chimiothérapie ensuite du docteur Piguet était effectivement là, le couloir juste après. Mon père est médecin, donc est interne, et puis il reste très attaché, très français, très proche, très citoyen et très marqué par la guerre de 14. Mon grand-père a été mobilisé, ses deux frères également. Mon grand-père avait déjà 51 ans quand il a été mobilisé, mais il a fait toute la guerre, ses deux frères également, alors qu'ils avaient entre 50 et 55 ans. Ils n'étaient pas au front parce qu'ils étaient âgés, mais ils étaient très proches, et mon père a toujours fait des périodes militaires, ce qui fait que au départ, il est deuxième classe, et quand il devient médecin, il devient médecin auxiliaire, puis médecin aide-major, puis médecin lieutenant en 1938. Voilà, donc, il fait une période, et j'ai des papiers comme quoi il demande l'autorisation d'avoir des billets de train pour les périodes. Donc c'est typiquement les périodes qu'il faisait régulièrement, tous les ans, des périodes de 8 jours, 15 jours, par le service des santé des armées. Et voilà donc la cour d'honneur que moi j'ai connue exactement dans cet état, puisque je l'ai connue avec les urgences qui étaient là, et puis les consultations d'urgence ici, l'entrée de Bénard était ici, Saint-Lazare est là, là c'est le service d'urologie, et là c'est l'internat. Quand je suis nommé interne, j'habite là. Au-dessus de l'horloge, il y a quelque chose qui est la cloche, que vous verrez tout à l'heure, avec l'histoire drôle des cloches. Je ne sais pas si j'anticipe sur une information, mais moi j'ai connu, et je n'ai jamais su le nombre exact, mais dans mon temps, quand j'étais interne, la cloche sonnait à l'arrivée des chefs de service. Et chaque chef de service avait un nombre de coups. Donc tout le monde savait que docteur Dauphin, c'était à 8h30, Chapelet, c'était à 10h. S'il y avait le nombre de coups et l'heure, on savait que le patron arrivait. Et donc tout le monde était au garde à vous, et on attendait, et le patron arrivait dans les 30 minutes, dans les 30 secondes, puisqu'il avait il avait sa place réservée, il posait sa voiture, on savait qu'il était là, et il arrivait donc dans cette cour d'honneur. Alors voilà le cloître, ce qu'on appelle le cloître ou les galeries, et donc là, c'est une photo qui, je vois, a été prise en 1915, et c'était interdit de mon temps. Quand j'étais interne, on n'avait pas trop le temps d'y aller, mais c'est dans ces endroits-là qu'il y a eu tous des événements dont on parle aujourd'hui. C'est que, faisant des périodes militaires, mon père est donc médecin lieutenant, et en 1938, il reçoit un ordre que j'ai là, j'ai l'original, secret, interdiction mais on lui donne, en cas de mobilisation, en 1938, en cas de mobilisation, donc on sent qu'il va y avoir des problèmes avec l'Allemagne, en cas de mobilisation, il doit rejoindre les pins, mais il doit le garder secret. Il est médecin lieutenant, il doit aller au Pin, donc à la Motte-Beuvron, comme chirurgien auxiliaire. Et puis il est mobilisé donc, en 1939, il est affecté à Bourges. Quand il est à Bourges, il a un accident de voiture, il est paralysé du bras droit. Et au bout de sa convalescence, il est réintégré dans son poste. Et là, il est nommé il est d'abord nommé à Brissy, excusez-moi, puis à Bourges, l'accident, puis donc à Orléans. Et il est nommé à Orléans au printemps 1940. Il est médecin-lieutenant, mobilisé, il est militaire. Et il rejoint son supérieur, qui est le médecin capitaine Guelfusy. Et c'est là où se passe la période dramatique qui dure une semaine.
des périodes dramatiques de la semaine du samedi 15, donc de jeudi 13 juin 1940, jusque pendant 15 jours, où il y a des bombardements d'Orléans en rase-motte, où il y a des incendies, surtout dans la partie ouest de la place du Bar-3, avec, là je pense que c'est Saint-Paul qui doit rester, c'est l'école Sainte-Croix, rue des Minimes, est détruite. Il y a des incendies absolument partout. J'ai le témoignage de je ne sais pas qui, j'ai un témoignage à ce propos. Ce témoignage m'avait été confié par Maurice Goyallon. Maurice Goyallon est le fils de Jean Goyallon. Jean Goyallon était le concierge de l'hôpital. Son fils m'a confié ce papier-là il y a une 20 ou 30aine d'années. Et le petit-fils Jérôme Goyallon a épousé une de mes amies, et son frère Yves est peut-être là. Alors Yves Goyallon, bonjour, nous nous sommes téléphonés hier, mais nous ne nous connaissons pas. Chaque fois que papa allait à Orléans, à l'hôpital dans le temps, on allait dire bonjour à Monsieur Goyallon, votre grand-père. C'est-à-dire à Jean Goyallon. Il aimait beaucoup les gens avec lesquels, en petit comité, ils avaient passé ces moments exceptionnellement durs de cette semaine de juin 40. Et donc, votre père, Marcel, m'a confié, il y a une 20 ou 30aine d'années, un texte d'un témoin, mais je ne sais pas qui est ce témoin, et qui raconte des choses absolument épouvantables, où, à travers ces textes, on s'aperçoit qu'il y a... S'il y a vraiment une époque que je suis heureux de ne pas avoir connue, c'est celle-là, parce qu'en fin de compte, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des incendies qui sont éteints par des infirmiers de passage et qui arrivent de Creil, qui arrivent de Paris, qui ne savent pas trop quoi faire. C'est l'exode, mais ils s'arrêtent là et rendent service. Ils sont infirmiers, mais ils ont pris des gens, ils ont mis des plâtres, ils ont mis des attelles alors qu'ils n'étaient qu'infirmiers. Ils ont pris des seaux d'eau, ils ont éteint les incendies. Ils ont démoli des maisons pour pas que ça brûle la maison d'après. Des jours et des jours à faire ça. C'est extraordinaire. Et à côté de ça, il y avait des pillages faits par des bons petits Français qui pillaient les maisons et qui détroussaient les cadavres. Et puis à l'hôpital, il y a les bombardements et les incendies qui fait qu'il y a des morts et des blessés qui arrivent tous à l'hôpital. Tout le monde a disparu. Tout le monde. Les autorités... Je me permets juste d'intervenir très brièvement. C'est que l'hôpital a juste été bombardé au niveau de la buanderie, mais n'a pas été bombardé dans sa généralité, dans la mesure où les religieuses avaient fait poser des draps avec des croix rouges au niveau des toitures de tout l'hôpital. Et du coup, on n'a pas été bombardé. Par contre, il y a le dynamitage des ponts dans la même période que tu évoques. Alors, dans tous les textes que j'ai lus, il y a des choses qui se contredisent et il y a des choses qui au contraire, se complètent. Et il y a un petit détail, c'est qu'il y a un témoignage qui dit que c'est un médecin allemand qui a dit de peindre une croix blanche sur les murs, sur les toitures. Voilà, donc ça correspond dans le principe à ce que tu viens de dire. Bon, c'est vrai, c'est pas... Peu importe, mais exactement ça. Et j'ai un témoignage qui dit que la seule bombe qui soit tombée, un médecin allemand dit c'est pas possible, ou un général allemand dit c'est pas possible qu'on ait bombardé l'hôpital, et il y a eu énormément. Alors toi tu dis que c'est la buanderie, il y a un texte qui dit que c'est au bain. Alors les bains je sais où c'est, puisque l'internat était juste à côté des bains, côté rue Creuse. Hein, donc effectivement, tout ça c'est... Et donc ce que j'ai lu surtout, c'est ces scènes épouvantables entre deux gens héroïques d'un côté et puis des autres qui pillaient. Et puis du côté allemand, c'est exactement pareil. Il y a des Allemands qui refusaient toute liberté à tout le monde et qui refusaient absolument tout. Et puis il y a des médecins allemands qui sont arrivés et qui se sont comportés comme des médecins et pas comme des Allemands, en disant oui, nous sommes des barbares, mais c'est votre communication qui a dit que nous étions des barbares, mais au contraire, nous, médecins. Et en fin de compte, je sais qu'il y a une bonne sœur avec laquelle, Mère Saint-Raphaël, je donne son nom parce que je la déteste, elle a dit un jour devant tout le monde que les médecins de l'hôpital en 1940 avaient soigné des Allemands et avaient enterré des morts vivants dans la cour d'honneur. Je lui dis non, ma sœur, c'est pas vrai, c'était mon père, et ça, je vous interdis d'une chose pareille. Ça, c'était Mère Saint-Raphaël. Mais toutes les autres sœurs ont été absolument admirables, et je les ai connues, pratiquement toutes, elles étaient encore en fonction en 67. Et c'était une époque où, pendant 4 jours, il n'y a eu aucune autorité à Orléans. Du samedi au mardi, mercredi, jeudi, il n'y a plus personne. Tout le monde est parti, donc c'est ainsi que se réunissent 3 personnes qui sont M. Mars,
qui était avoué, M. Braque et M. Mort. Alors je suppose que M. Mort dit industriel, président des syndicats des industriels, ça doit être la maison Terre-Mort, voilà. Et c'est eux trois qui ont dit, ben, c'est nous qui allons organiser quelque chose. Ils se sont constitués en une municipalité de passage, mais il fallait bien faire quelque chose pour un petit peu organiser. Et alors, il y a des témoignages absolument poignants sur le traitement des incendies, car pour traiter un incendie, il faut de l'eau, mais il faut des tuyaux, puis il faut une pompe, mais une pompe, il faut un moteur, il faut une motopompe. Alors les gens se battent pour avoir la motopompe, on va en chercher, puis il y a les tuyaux, mais les tuyaux, on récupère 1000 mètres de tuyaux ou 2000 mètres de tuyaux, mais il faut éteindre des incendies pour que ça ne se propage pas rue des Carmes à l'hôpital, et ainsi de suite. Mais les tuyaux sont dans la rue, alors c'est dans la rue, il y a des voitures qui passent, qui crèvent les tuyaux. Quelqu'un est allé à Paris chercher des tuyaux, il a ramené 2000 mètres de tuyaux, mais quand ils ont rendu, tous les tuyaux étaient percés, parce qu'ils avaient beau accrocher les tuyaux sur les balcons pour ne pas qu'on roule dessus, mais enfin, c'était épouvantable, épouvantable. Et pendant ce temps-là, vous avez deux personnes, deux chirurgiens militaires, qui sont le médecin capitaine Guelfussi et le médecin lieutenant Sylvain Rousseau, qui eux, pendant 4, 5 jours, 6 jours, sans eau, sans électricité, sans gaz, sans rien, n'ont pas arrêté d'opérer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des incendies, mais il y a eu, et c'est ce que voulait dire Philippe à l'instant, il y a donc la destruction du pont, alors d'abord le pont Royal, et ensuite le pont Joffre, en sachant que les ponts ont été détruits et que l'on estime à 300 ou 400 personnes, les personnes qui étaient sur le pont au moment. Et j'ai eu le témoignage, étant enfant, d'un coup de téléphone, je me souviens, du coup de téléphone qui arrive à Châteauneuf, papa me dit, André, dans un quart d'heure ou à 3h15, il y a le quart de la Trek qui va arriver à Châteauneuf et tu vas aller accueillir un monsieur. Et j'ai vu arriver un monsieur, un grand infirme de guerre, complètement cassé de partout, enfin, et qui venait dire merci. Car cet homme était sur le pont au moment de l'explosion, il était donc dans l'eau, il était dans l'eau, dans les cailloux, ainsi que d'autres. Et au bout de quelques jours, il était toujours là, toujours vivant, mais personne n'était venu le chercher. Et sentant que quelqu'un le regardait, il aurait bougé. C'est un souvenir d'enfant, j'ai 6 ou 7 ans, donc ce témoignage vaut ce qu'il vaut, qu'il avait bougé le petit doigt, la main, et à ce moment-là, quelqu'un dit « Mais il y en a encore un qui est vivant là-bas », ils sont allés le chercher, l'amener dans des conditions épouvantables donc, à l'hôpital, là où Guelfussi ou Rousseau se sont occupés de lui. Et donc, 15 ans après, il venait dire merci. Donc de ce fait, il y avait énormément de blessés. On estime à plusieurs milliers le nombre de blessés qu'ils ont eu à traiter, et sans eau, sans électricité, sans rien. Alors, les grands témoignages sont effectivement, bon, là, Méménard, par contre, j'ai le texte de M. Lebrun, qui était économe de l'hôpital. Philippe m'en a donné un exemplaire, enfin m'a prêté un exemplaire, mais j'en ai retrouvé un dans mes affaires grâce à M. Goyallon. Et toutes les choses concordent, en fin de compte, dans les témoignages les uns les autres. Alors, maintenant, moi, je ne l'ai pas connu vraiment. Tu as quelque chose à ajouter pour cette... Non, c'était tout simplement que c'est tout un fascicule qui retrace jour par jour, et presque heure par heure, tous les événements qui se sont déroulés justement dans cette période dramatique de juin 40. Alors, ce document-là, je sais qu'il existe, mais je ne l'ai pas lu. Alors, nous l'avons réédité, on a encore quelques exemplaires, mais il doit y avoir une réédition de ce fascicule. Voilà d'ailleurs l'abbé Lénard tout en haut à droite. Alors là, cette photo aurait dû être beaucoup plus tôt, parce qu'on n'a pas l'impression, mais en fait, il n'a que 19 ans sur cette photo. Et quand Philippe m'a posé la question, je lui ai dit non, cette photo, je ne sais pas très bien. Mais comme il est dans le 111e, au 111e, il est encore deuxième classe à ce moment-là, puisque j'ai sa liste, son livret militaire. Bon. Alors, voilà encore une période avec des photos, et on retrouve mon père là, et ce matin, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé le képi, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin les caducées qui sont là, je les ai, ils sont derrière vous, les barrettes de lieutenant également, ainsi que son ceinturon. Le vêtement lui-même a disparu, car malheureusement, en 1979, nous avons subi un incendie à Châteauneuf, et donc nous n'avons récupéré sur le vêtement que les boutons, les parements et le ceinturon, mais pas le vêtement lui-même.
les événements font que les choses rentrent un petit peu dans l'ordre en juillet 40, et il est démobilisé définitivement en novembre 40. C'est donc c'est dans cette période-là que Jean Goyanon, qui a un jeune fils, Marcel, est très en relation avec mon père, ainsi qu'avec les sœurs Jeanne d'Arc, Sainte-Hélène, Alexis. Sœur Alexis, c'était la sœur de monsieur Alexis, le marchand de vélo de la rue des Carmes. Je pense que vous avez bien connu les uns les autres. Meur Saint-Pierre, qui était né Vavasseur, mes amis Vavasseur de Châteauneuf. Enfin, tous ces gens-là, je les ai retrouvés quand j'étais interne. Et donc, il reste en relation avec eux. Marcel Goyanon a eu 2 enfants, votre frère Jérôme et vous-même, sauf, ou 5, enfin, voilà. Mais son fils Jérôme s'appelle Jérôme parce que papa, en 40, quand il a connu Jean Goyanon, enfin, quand il aura retrouvé Jean Goyanon, avait un petit garçon qui s'appelait Jérôme, qui était né en 37, mon frère, qui avait donc 3 ans. Et c'est cette relation Goyanon-Rousseau qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence et je rends hommage à votre père et à votre grand-père. Donc, mon frère Jérôme, c'est peut-être pour en arriver là, est à Châteauneuf, il a 3 ans, 3-4 ans, et un soir, maman l'a écrit sur un petit papier. Ce petit garçon qui a 3 ans, son papa n'est pas là, il sent qu'il y a des problèmes. Et maman a écrit cette petite anecdote. Jérôme pose la question, papa n'est pas là, est-ce qu'on a le droit de rire? 3 ans. Ça doit être un petit peu dur. Donc il revient à Châteauneuf, mais il n'y a pas beaucoup d'essence. Et comme il n'y a pas beaucoup d'essence et qu'il est cavalier, il fait toutes ses courses, toutes ses visites avec une voiture et un petit cheval qui s'appelle Coquette, que moi j'ai connu. Et quand il fait beau et qu'il n'a qu'une visite à faire à Saint-Martin, Saint-Martin-d'Abas, qui est à 3 km, mais il y va directement à cheval. Et ça, c'est une photo prise à Saint-Martin-d'Abas, chez M. Vaution. Il ne manque de cette photo que les êtres vivants, c'est-à-dire mon père et le cheval. Car j'ai gardé précieusement, j'ai la couverture, les chaussettes, la culotte, la selle, la veste et le chapeau. Et le chapeau, il est chez moi accroché. Voilà. C'est de la piété filiale. Et quand il avait beaucoup de courses à faire, il attelait son cheval et avec cette voiture que j'ai conservée. Et cette photo a été prise à Châteauneuf, dans la maison où mon père est mort en 66 et où moi j'étais né en février 45. Donc voilà la maison, je suis né à l'étage du dessus et c'est dans cette pièce exactement que j'ai vu pour la première fois de ma vie une main exploser. J'avais les yeux à la tête, au niveau de la table, et c'est peut-être de là qu'est venue ma fonction de chirurgien de la main. Ça s'est passé dans cette pièce-là, dans la salle d'attente qui est carrelée avec un petit point d'eau qui n'a pas bougé, rien n'a bougé, tout est toujours au même endroit. Et le petit garçon qui est là, eh bien c'est votre serviteur. Voilà. Je suis là, j'ai 2 ans à peu près. Donc c'est une photo prise en 47, mais il y a toujours une pénurie d'essence. Donc il fait ses visites en voiture, à cheval, pour éviter de consommer l'essence et permettre d'avoir de l'essence pour aller dans le Berry chez ses parents, ramener des poulets, de la viande, pour lui et pour les autres. Car papa crée en 1950 où il le crée, ou est-ce que ça existait, je ne sais pas où il en était le président, d'une association qui s'appelle Pro Familia. C'était pour récupérer de l'argent et aider les gens qui étaient dans le besoin. Alors que dans le garage, il y avait bien une voiture, ça c'est la grosse Fiat, qui était 1936 et qu'il a gardée pendant je ne sais pas combien d'années. Donc là c'est un petit jeune homme anglais, là c'est la fille de la voisine, et ça c'était celui qui s'occupait du cheval. Mais la voiture elle-même et les harnais sont chez moi, à Seiche-Bruyères. Poursuite du maintien à niveau du point de vue intellectuel, et il y a donc des formations professionnelles auxquelles papa participe. Là on est dans les années 55 à peu près, donc mon père doit être là. Non, c'est même avant 50, car il a un bandeau de deuil. Or, papa a subi une vie conjugale épouvantable, c'est qu'il s'est marié en 28, en 27, une petite fille naît en 28, Marie-Antoinette, une autre petite fille naît en 32, et son épouse meurt à la naissance de la deuxième, au bout de 3 jours. Donc Marie-Rose est née le 8 mars et sa femme est morte le 11 mars.
Et en 1944, la première petite fille, Marie-Antoinette, s'est noyée en Loire, tombée dans un trou d'eau. Donc de son premier mariage, papa avait perdu sa jeune femme de 28 ans et sa fille. Et donc il porte le deuil. Donc là, on est dans les années 47-48, je pense, pour qu'il ait encore le bandeau. Oui, j'oubliais de dire, c'est qu'en fin de compte, quand il était nommé à l'internat d'Orléans 24, c'était tout à fait de passage. Il n'avait qu'une envie, c'était de faire sa fonction, sa formation, et repartir dans le Berry. Et puis, il se trouve qu'il y avait une tradition non écrite de l'hôpital d'Orléans, que lorsqu'un ancien interne de l'hôpital décédait, le directeur autorisait un des internes présents à être libéré de ses obligations de congé sans solde et d'aller tenir la clientèle en urgence pour voir les malades, pour continuer la clientèle par déontologie vis-à-vis de la clientèle. Et donc papa est parti d'Orléans pour quelques jours faire un remplacement du docteur Lambert à Châteauneuf-sur-Loire. Mais pour quelques jours. Les quelques jours se sont transformés. Il n'avait même pas encore passé sa thèse, parce que ça s'était passé le 8 octobre 25, le jour de son anniversaire, et il n'a passé sa thèse qu'en décembre 25. Il était juste interne, il n'était pas encore docteur en médecine. Il y est allé, en fin de compte, au bout d'un quelques temps, il a acheté la maison, il a acheté la clientèle, il y était célibataire, il s'est marié, vous connaissez la suite. Et puis dans les années 50, il paraît qu'il voulait rentrer dans le Berry, mais en fin de compte, il est resté. Moi, j'y suis né, papa est mort dans la même maison, enfin tout. C'est devenu une maison familiale un peu par hasard. Donc voilà la salle Froberville. Salle Froberville, je suis content d'avoir retrouvé ce papier, cet article de journal qui était dans mes affaires, et je remercie Philippe de l'avoir inscrite là. D'abord parce que je voudrais rendre hommage à Pierre Dauphin, qui est donc mon premier patron de chirurgie, qui un jour m'a dit, Rousseau, non, aujourd'hui, vous changez de côté, c'est vous qui opérez, c'est moi qui vous aide. Donc c'était, je vous dis, la veille de mes 23 ans. Et ça me permet également de rendre hommage à cet homme et de dire à Denis toute l'amitié que j'ai pour lui de son papa, qui a été mon premier patron. Alors vous reconnaissez Monsieur Secrétin, et puis je pense que c'était le préfet de l'époque. Je ne me rappelle plus de son nom, mais donc, je ne sais plus, quelqu'un d'entre vous l'a peut-être connu. Non. Bon. Et puis là, Mère Saint-Paul qui est là. Voilà. Et que j'ai eu comme surveillante quand j'étais interne. Donc ça, c'est Froberville, voilà la salle où j'ai opéré la première fois de ma vie. Et puis là, c'est les années 70, c'est l'internat de 1970, devant le bâtiment de l'internat où certains reconnaîtront peut-être le docteur Hamel, qui était chef de service Donc ça, c'est l'internat d'Orléans en 1970, où il y a donc le docteur Hamel qui a eu la succession du docteur Carreau, le docteur Benamou, le docteur Payen de la Garandrie, Madame Paulin, neurologue, Lehmann, rhumatologue, je ne sais plus son nom, Duflo, cardiologue, qui nous a quittés il y a une vingtaine d'années à Orléans, Valentini, qui était maire de Villefranche, qui est toujours, le docteur Prévost, médecin à Main-sur-Loire, docteur Révérend, qui avait épousé une jeune femme d'Olivet, et puis votre serviteur. Je suis là, j'ai 25 ans, voilà, il y a longtemps. Alors voilà, là, je remercie beaucoup Philippe et son équipe, et Madame Guibal, qui a fait ce petit article qui est bien et qui est respectueux de tout. Et j'ai bien aimé cet article qui met en valeur tout le travail que ces hommes ont fait et qui sont tout à fait admirables. En 1940, il a reçu la Croix de guerre, avec citation à l'ordre de la division. J'ai retrouvé le papier ce matin, Croix de guerre, et en 1953, chevalier de la Légion d'honneur. Voilà, donc j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme. On peut dire que j'ai eu un parcours personnellement de chirurgien assez intéressant, que j'ai toujours pas terminé, parce que j'ai encore opéré hier et encore jeudi prochain. Mais j'estime qu'il est plus facile d'être chirurgien quand on est fils de médecin d'un homme pareil, qui lisait le latin dans le texte, qui avait une culture formidable, qui travaillait tout le temps, qui était intelligent, qui était gentil, qui est un homme exceptionnel. C'est plus facile de devenir, quand on a un modèle pareil, que pour lui. Mon grand-père était très bien, mais il était fils de paysan, donc c'était une autre structure.
et être passé de ce statut de fils de paysan du Berry à médecin. Ce qu'il a fait, c'est extraordinaire et je vous remercie de m'avoir écouté.